Il y a quelques semaines, des drones non identifiés ont survolé la base militaire ultra sensible de Brest, la forteresse où sont stationnés nos sous-marins nucléaires. Et on n'a rien pu faire. Pas de brouillage, pas d'interception, rien. Et pour comprendre à quel point on est vulnérable, c'est du côté de l'Ukraine qu'il faut regarder, parce que c'est le laboratoire grandeur nature de ce que devrait être la guerre de demain. Là-bas, la guerre n'est pas menée par des blindés à plusieurs millions d'euros, mais par des petits quadricoptères bricolés par des bénévoles. 4 millions construits en 2024. La Poste qui livre des composants sur le front, des retraités qui tressent des câbles, des hackathons toutes les semaines. Si on pensait que la guerre du futur, c'était les robots connectés, l'IA et les missiles venus de l'espace, en fait, l'innovation du moment, c'est plutôt le retour au câble. Des drones qui traînent leur connexion filaire sur des dizaines de kilomètres pour être impossible à brouiller. Vous allez voir, le sujet est évidemment très lourd, mais absolument fascinant et surtout potentiellement instructif pour nos propres armées. Pour en parler, on a la chance d'avoir Xavier Tiedelman, un expert en défense régulièrement sur le front ukrainien, et Guilhem de Marliev, que je connais bien, et qui dirige une start-up spécialisée dans les drones de surveillance. Ils vont nous montrer comment les drones sont en train de changer pour toujours la manière dont on fait la guerre. Juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui créent des applis en no-code ou avec l'IA. Hostinger, qui sponsorise cette vidéo, propose un hébergement pour mettre en ligne tous vos projets facilement. Que vous utilisiez des outils comme Lovable, Bolt ou même Claude pour construire vos apps, Hostinger peut les héberger en quelques clics. Vous codez, vous envoyez sur GitHub et votre site se met à jour automatiquement. Et si vous codez avec Cursor, vous pouvez même déployer directement depuis votre éditeur sans passer par GitHub. Rien à configurer, Hostinger s'occupe de tout, la sécurité, les mises à jour, la performance et surtout le prix est fixe. Avec les offres de début d'année, ça fait 2,99€ par mois si vous prenez le plan sur 48 mois, ce qui est relativement imbattable. D'autant qu'avec le code underscore, vous aurez 10% de remise. Je vous mets le lien en description et on reprend. Et pour commencer, je vous propose de faire un tout petit rétrospective, puisque ces drones qui aujourd'hui modifient vraiment la manière dont on fait la guerre, ils sont nés en fait il y a super longtemps. C'est quoi l'ancêtre du drone en fait? Dans les années 60-70, est-ce que ça existe déjà et ça ressemble à quoi? Alors au début, c'est davantage des gros systèmes qui ont pour objectif d'aller faire des photos puis revenir, et puis c'est des pellicules, donc faut les exploiter. Donc il y a très très tôt des systèmes relativement autonomes dans leur trajectoire auxquels on essaie de donner des missions. Faire du missile, un truc qui va à 300 km et puis il tourne à gauche quand il reconnaît une cible, finalement ça aussi on pourrait aujourd'hui considérer que c'est du drone, mais en fait c'était des missiles. Donc simplement, le drone, c'est un missile qui revient. Ce qui fait que petit à petit ça se démocratise, c'est d'abord parce qu'il y a un usage qui est de plus en plus régulier dans les armées, et puis surtout que ça commence aussi à infuser dans le grand public. N'importe qui, à partir des années 2010, peut commencer pour quelques centaines d'euros, avec Parrot, etc., à avoir des drones faciles d'emploi, qu'on peut envoyer pour faire de l'observation, pour faire des photos, pour faire l'animation autour d'un anniversaire, etc. Et ça va être utilisé par les militaires, mais plutôt par des groupes non étatiques dans un premier temps. Et on a vraiment massivement, à partir de 2016-2017, notamment les groupes djihadistes en Syrie, qui vont très très largement utiliser ces équipements en se disant, vu qu'on est inférieur militairement sur l'armée syrienne et sur l'armée russe qui était impliquée, puis nous aussi, on va contourner ça en faisant du bombardement avec des petits drones. Et donc, juste pour se figurer, quand tu parles des tout premiers drones, en fait, visuellement, ça ressemble plutôt à des avions. Alors, les tout premiers des années 90 sont des mini-avions non pilotés, éventuellement connectés par satellite, ce qui permet à un Américain de le piloter jusqu'au fin fond du Texas pour l'utiliser en première ligne en Afghanistan sans avoir besoin de se déplacer. Donc, il y a un côté jeu vidéo, il y a un côté logistique qui est plus simple, il y a un côté on ne prend pas de risque, il y a une impression qu'on peut dominer, et puis vous avez des pays comme ça qui doivent devenir très très forts, parce que le fait d'avoir une supériorité technologique permet à un petit groupe de personnes d'avoir réellement une domination et une surveillance en permanence sur le champ de bataille. Donc là, ceux-là, c'est des drones très longue distance, qui sont faits pour de la surveillance. Ils vont pas forcément très très loin, mais ils volent relativement longtemps. Ils peuvent voler 18-20 heures jusqu'à 300 km de distance, mais en faisant des zigzags dans le ciel, ou alors c'est du kamikaze qui va aller à 80 km de distance. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va revenir dessus, mais donc vous faites des drones qui sont plutôt statiques. Si on définit l'ancêtre, et ça je trouve ça très intéressant, parce qu'on a tous vu des ballons dans la Tunique bleue, on sait que voilà, sur le champ de bataille, il y a un ballon, et le ballon il sert à savoir ce qui se passe de l'autre côté, parce que ça nous paraît évident aujourd'hui. La bataille de Valmy, 1793, etc., on en avait en France, on est les premiers dans ce domaine aussi. Napoléon, on utilisait. Eh bien, entre cette période-là et maintenant, il y a eu, comment ça a évolué, justement? C'était quoi En France, on a été précurseurs sur le sujet, parce qu'on avait au tout début les frères Montgolfier, et donc cette
ces premiers essais, en fait, ont été convertis en innovation sur le champ de bataille. Au tout début, il me semble que c'était les batailles de Fleurus en Belgique. Donc là, c'est fin 18e. Et puis ensuite, ça a été utilisé dans la guerre avec la Prusse. Et puis également guerre de sécession aux États-Unis, qui a ensuite réimporté, adapté la technologie et c'est reparti en Europe. Et donc effectivement, le principe, c'est ça, c'est que une ou deux personnes dedans, ils envoyaient des petits messages qu'ils accrochaient au câble et ça glissait et puis ça descendait jusqu'en bas et en bas, l'état-major lisait les instructions, ce qui se passait sur le champ de bataille et puis ensuite prenait ses décisions. Après, les ballons ont été réutilisés, adaptés, notamment en Afghanistan, et ça s'est démocratisé. Nous, on s'inscrit avec donc Elister, on est une 60aine de personnes, on est basé à Lyon. Nous, on fait des drones qui sont captifs statiques, donc qui vont monter à 50, 100 mètres de haut, et qui sont alimentés par ce fil, donc ils peuvent rester de manière persistante, continue, pendant une journée, 2 journées, une semaine. Et donc de fait, dans l'histoire, dans la chronologie, c'est un peu ton ancêtre, c'est un peu le ballon. En fait. Exactement. Justement, la chronologie, ce que je trouve intéressant, c'est que on est dans un cas où justement, du point de vue du grand public, je vous dis, mon premier drone, c'était un drone DJI. Mm-hmm. Il y a une époque où c'était, je sais pas pourquoi, c'était le cadeau parfait, donc tout le monde recevait ça. Autant, comme souvent, les prémices de la technologie arrivent dans le monde militaire, la démocratisation dans le civil vient modifier complètement l'armée telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Cette trajectoire-là, est-ce qu'elle était prévisible ? En fait, il y a pas mal de domaines dans lesquels le grand public, par ses achats massifs, a permis finalement de rendre plus accessible un certain nombre de technologies. On a des écrans tout autour de nous. Les écrans de qualité téléphone portable ont permis, par la massification, d'avoir des puces de plus en plus précises. Et finalement, aujourd'hui, les militaires peuvent parfois tirer en ayant des exigences qui sont élevées. Mais au final, il y a la première marche, elle est donnée par des technologies civiles qui sont disponibles en grande quantité, ce qui fait baisser le coût de l'innovation. Et les cycles d'innovation sont vraiment très accélérés par cette combinaison, ce qu'on appelle les technologies duales, qui ont un double usage. Là, l'intérêt, c'est que c'est pas la technologie qui est double usage, c'est que c'est un usage civil dont on peut se servir pour améliorer la qualité d'un équipement militaire. Jusqu'à 2022, nos militaires, quand ils tirent avec de l'artillerie, on envoie 3 canons César. Chaque canon César va tirer des obus en visant plus ou moins bien. Et puis sur les 12 obus qu'on va tirer, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont toucher au but. Si on avait un drone qui était en permanence sur une cible, on tire, on corrige, on tire, on corrige, 3 obus, on tape au but. Donc on divise par 4 la consommation d'obus en ayant une observation. Et donc en fait, l'usage d'un drone civil d'observation qu'on peut acheter dans le commerce, il arrive très vite comme une évidence. C'est tellement clair que c'est indispensable. Ouais. Et effectivement, et aussi malheureusement, les premières fois où moi j'en ai entendu parler, parmi les premiers qui l'ont capté, c'est typiquement l'État islamique, oui, qui pour le coup prenait des drones DJI, si mes souvenirs sont bons, foutait une charge explosive dessus, et derrière faisait toucher leur cible, des attentats de cette manière-là. Mais effectivement, c'est les premiers qu'on en fait un usage détourné. Et les images qu'on voit là, par exemple, c'est des mini-avions d'aéromodélisme sous lesquels ces groupes non étatiques ont mis des sortes d'explosifs. Il est télépiloté à distance et ils ont réussi à détruire des avions russes sur la base de l'Attaquier, un Sukhoi 24 qui est détruit par ces drones qui sont faits à partir de morceaux de carton. C'est invraisemblable. Et puis ils utilisent effectivement des drones chinois, et puis ils mettent un tube de mastic vide en dessous. Ce tube de mastic à l'intérieur, ils mettent des petites grenades pour qu'elles tombent bien à la verticale, ils mettent des volants de badminton. Donc ils font du bombardement. On se dit, mais si ces groupes-là le font, tout le monde va le faire demain. Et si nos armées ne s'y préparent pas, on est foutu. Alors, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'avais découvert que l'Ukraine était le premier producteur de drones au monde. Ah, c'est le cas, oui. Et quand tu regardes la manière dont se fait la production, en fait, c'est des darons dans leur cuisine qui reçoivent leur pack de composants, qui ont des tutos. C'est quand même lunaire. C'est aussi parce qu'ils peuvent pas faire une usine. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette habitude de faire ça en cachette à droite à gauche sans se faire repérer? C'est justement parce qu'il y a un risque de se faire bombarder. Donc c'est par défaut qu'ils ont fait ça. S'ils n'avaient pas cette motivation, ils se seraient déjà effondrés, évidemment. Mais en vrai, Guilhem, je suis chaud si tu peux nous expliquer comment on fait pour construire un drone. C'est quoi les problématiques techniques, quoi? Le premier avantage d'un drone par rapport à ce qu'on avait avant sur la partie surveillance aérienne, c'est pareil, c'est la simplicité mécanique. C'est qu'il y a un châssis, il y a très peu de parties mobiles. Donc vous avez effectivement plusieurs moteurs. Donc soit vous avez des... Et c'est pas forcément 4 d'ailleurs. Pas forcément 4, quadricoptères, hexacoptères, octocoptères. Donc le plus répandu c'est les quadricoptères. Nous on fait des multirotors, donc voilure tournante. Donc les avantages des multirotors c'est la mobilité en 3 dimensions.
de manière très exacte. En fait, le drone est à un point et on peut lui indiquer très précisément de tenir un autre point, globalement, quoi. Et tout le monde a déjà vu les trucs complètement dingues avec 1000 drones qui créent un dragon. C'est vrai que je me suis toujours demandé comment ils faisaient ces trucs-là. Tout à fait, c'est le meilleur exemple. C'est le meilleur exemple, c'est des pixels en fait. Oui, on est capable de piloter dans l'espace en 3 dimensions exactement la position du drone, sa trajectoire. Et ensuite, vous avez les drones effectivement voilure fixe type avion qui, pour voler, en gros, génèrent leur propre portance. Par la vitesse, en gros, par la différence de pression. Et donc ça permet, en termes de consommation d'énergie, c'est beaucoup plus efficace. Donc ça peut voler plus longtemps. Par contre, avec un multirotor, on va voler peut-être 1 heure maximum. En gros, sur des modèles de taille acceptable, d'où l'usage du filaire. Ouais. Et puis voilà. Et puis ensuite, globalement, vous avez les moteurs, les hélices, le châssis. Et le logiciel après. Donc moi, je me souviens que déjà. Pour ceux qui, comme tu disais, les hobbyistes qui veulent s'amuser à créer leur propre drone, en fait, c'est pas si difficile. On achète 4 moteurs, on les fout sur une structure, on peut l'imprimer en 3D, et il manque quand même une pièce centrale qui est donc si je me souviens bien, l'autopilote. Mm-hmm. Et lui qui tout à fait. Donc l'autopilote, c'est le cerveau du drone, et qui à la fois intègre les capteurs nécessaires, donc les centrales inertielles, IMU, donc les capteurs d'angle. Typiquement un capteur d'altitude, et cet autopilote va faire les calculs. Il va capter la position du drone dans l'espace et son angle et sa vitesse, son accélération. Donc il a un certain nombre de paramètres qu'il va connaître en temps réel. Et ensuite, il va recevoir des ordres de pilotage, et donc il va analyser et retraduire tout ça en courant, en fait, en instruction au moteur. Et donc, vous le tournez à droite, et on va baisser la puissance des moteurs de droite, augmenter ceux de gauche. Donc voilà. Et mais justement sur les autopilotes, moi j'ai découvert un truc sur l'histoire de toile d'araignée, donc dont on a fait un documentaire, c'est que les Ukrainiens, ils sont en mode, donc on l'a dit, récup et DIY, quoi. Et donc typiquement, pour toile d'araignée, ils se basaient sur ArduPilot, oui, qui est un logiciel open source en fait, mais moi que j'avais déjà utilisé il y a longtemps, pour pouvoir justement le customiser, parce que comme c'est open source, c'est très facile à hacker justement, et faire tout un système où le drone, une fois qu'il était proche des bombardiers, puisque c'était tout le but de l'opération, arrivait à viser et atteindre sa cible en commandant le drone de manière automatisée avec la caméra, avec un modèle de reconnaissance d'image. En réalité, c'est si ils avaient perdu la communication, le drone aurait été capable d'aller à l'impact tout seul. Et c'est pour ça qu'il y a marqué fail-safe au milieu. Ah oui. C'est qu'ils ont désactivé l'IA parce qu'ils n'avaient pas perdu la communication. Ils avaient réussi à récupérer des puces téléphoniques russes et à installer ça sur plein de drones et pouvoir les piloter jusqu'à l'impact. Mais ils n'étaient pas sûrs qu'il n'y ait pas tout d'un coup les Russes qui se rendent compte de ça et qui coupent tout le réseau téléphonique ou qui brouillent tout. Il y avait un plan B. Il y avait un plan B. Et donc le plan B, c'était si jamais ils perdaient la communication, ils avaient la possibilité de, si on perd, le système va quand même jusqu'à l'impact tout seul. Et donc c'est le genre de choses qu'ils ont pu faire évoluer assez facilement, d'où l'utilisation de l'open source, de l'intelligence collective, le recours à des communautés larges qui peuvent participer, des white hats, des hackathons, etc. Et ils sont très très forts dans ce domaine, aussi parce qu'ils peuvent reposer sur une communauté énorme. Et justement, dans les exemples, tu peux donner justement un point de repère pour réaliser qu'il se passe quelque chose. Tu nous racontais que, en fait, quelqu'un avec un drone peut avoir une influence énorme sur certains conflits. Il y a eu plusieurs cas très documentés en Ukraine. Il y en a un qui me vient toujours à l'esprit, c'est ce jeune. Alors vous vous souvenez qu'au début, février, mars, avril, les Russes essayaient d'envahir Kiev. Ils avaient mis plus d'un tiers de leur armée directement sur la capitale ukrainienne. Et ils n'ont pas réussi parce que les Ukrainiens voulaient pas, faut le dire aussi clairement. Et vous avez un moment où les Russes arrivent sur Brovary qui est aussi à l'est. Les Russes étaient déjà à l'ouest et ils étaient en train d'arriver sur l'est. Et là, vous avez un jeune de 14 ans qui a son drone DJI et qui vole et qui voit la colonne de chars. Et il se trouve qu'à côté de lui, de sa maison qui était à une quinzaine de kilomètres, il y a les gars de l'artillerie. Et il dit aux gars, mais regardez, les Russes, ils sont là, quoi. Et pour la première fois, cette unité d'artillerie qui est pas habituée à faire ça, elle a l'information, elle a la visée, le visuel, et ils vont détruire la colonne des chars parce qu'il y a un gamin de 14 ans qui par hasard faisait voler son drone à ce moment-là. Et l'artillerie a eu une efficacité qui était inégalée et ça a été un des éléments vidéo ce qu'ils voyaient en temps réel. Et ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à justement ce que tu as expliqué, Guillaume, sur les différents types de drones, sur l'offensif, ce qui est utilisé, c'est plutôt des drones, des quadricoptères aussi. Mais pourquoi c'est pas des petits avions, justement? Si on veut voler longtemps ou qu'on veut voler loin, effectivement, on va utiliser des drones à aile fixe, donc des mini-avions. Ouais. Et à ce moment-là, on va pouvoir aller peut-être jusqu'à 30, 40, 50 km de distance. Et l'autre possibilité, c'est de faire de l'observation. Et donc là, vous avez un drone simple qui coûte quelques centaines d'euros en polystyrène. Vous achetez ça sur n'importe quel site chinois et ça vous permet de voler parfois quelques heures en mode 100% électrique. Par contre, si vous voulez avoir un drone qui va être
très manœuvrant, pour faire des zigzags entre les arbres, pour entrer dans une tranchée, pour suivre un véhicule qui est en train de se déplacer, là vous allez plutôt prendre un micro-hélicoptère, quadcopter, et accessoirement les pièces détachées sont plus faciles à produire en grande quantité, vous n'avez pas besoin de moules, vous n'avez pas besoin d'usiner des pièces, et donc ils arrivent plus facilement à produire ces petites pièces-là. Il faut voir que chaque camp en produit entre 10 et 14 000 par jour. Alors je vous parle pas de l'état des champs, dans lequel il y a 20 000 batteries au lithium qui explosent chaque jour sur le pays. C'est dramatique. Ces champs qui étaient parmi les terres les plus prolifiques du monde, aujourd'hui, c'est ruiné. Mais c'est-à-dire que chaque jour, il y a 10 000 impacts dans chaque camp. Et puis le best-of, c'est ça qui partage sur Internet. Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le rôle de l'image aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un véhicule qui transporte la charge, mais c'est aussi qui repart avec une image, enfin, qu'il a le temps de la transmettre. Exactement. J'imagine. On a parlé des avantages pour l'attaque. Tu nous disais que avant, la manière dont on transmettait l'info, c'était avec des petits messages sur la corde du ballon. C'est quoi les autres avantages des drones, justement? L'idée du filaire, en fait, c'est pour résoudre trois sujets. Le premier, c'est la partie, on a parlé de partie autonomie. Ensuite, la sécurisation des données. Donc là, au lieu de s'appuyer sur un lien radio qui peut être brouillé, comme on est en train de le voir sur le front en ce moment, là, toutes les communications vont passer par le fil. Donc, old school, mais c'est ça, c'est hyper intéressant. Très bien. En fait, les drones précédents tels qu'ils ont été conçus, on les a toujours pensés en RF. Ça paraît un peu étrange en réalité de repasser par du fil, mais la raison c'est qu'il y a pas mieux, c'est ça? Pour avoir un lien. La discrétion, ouais. Moi je dirais. Alors là, il y a deux sujets effectivement. Il y a un sujet brouillage et puis il y a un sujet discrétion, parce qu'en fait la partie RF c'est une indication. Donc de plus en plus de systèmes qui permettent d'écouter, localiser qui émet où, et ensuite il y a contraction quoi. Là l'avantage du filaire c'est à la fois que on peut pas se faire brouiller et en plus on n'émet rien. Donc là, le système est complètement passif, quoi. Et donc beaucoup plus discret. Alors visuellement, par rapport à un ballon, c'est facile, on est vraiment très très compact. Également en termes d'ondes émises, c'est zéro. Donc ça, c'est un avantage. Et après, je dirais, ça permet pas mal de choses. Donc ça va être protection de frontières, lutte contre les incendies, feux de forêt. Donc ça, c'est une de nos applications principales. Protection de grands événements aussi. Donc nos systèmes ont été déployés sur les Super Bowls aux États-Unis, sur les Coupes du Monde de foot, Champions League, des concerts. Donc là, l'idée, c'est que vous avez une zone à protéger qui est identifiée pendant, une semaine. L'événement dure une semaine. On positionne le drone au bon endroit et puis derrière, il permet d'avoir une vue globale sur jusqu'à 10 km en détection. C'est à la fois le monde du drone, mais c'est aussi le monde des infrastructures mobiles. Donc effectivement, on était salarié d'un pick-up. Le drone filaire nous permet de suivre le véhicule en dynamique. Ah oui. En temps réel. Et puis on l'intègre aussi sur, on commence à faire des campagnes maritimes. Donc sur des navires typiquement en garde-côte. Ça c'est hyper intéressant. Dessous on va mettre soit des caméras, soit des relais aussi dans certains cas pour faire des antennes de communication temporaire. Donc ça peut être soit dans des sujets plutôt réseau tactique, mais aussi on a livré un certain nombre de systèmes, par exemple pour le World Food Programme des Nations Unies, pour faire de la télémédecine. Ah oui, ok. Donc par exemple tu veux que t'as un endroit où il y a absolument aucun réseau, rien du tout. Tu veux déployer une antenne 4G ou un truc comme ça? Exactement. Que donc là, les médecins puissent communiquer avec. Donc, par exemple, aux Philippines, on a eu un projet où, dans l'hypothèse où il y a un tsunami ou une catastrophe naturelle, tous les réseaux sont HS. Et là, on va déployer, il y a 10 drones filaires qui permettent de se connecter aux unités mobiles de premier secours. Parce qu'une fois qu'elles arrivent dans un village, elles ont besoin d'alerter, de dire ce qui va pas. Elles ont des demandes en supply. Donc, drone filaire permet ça. Là, pour le coup, la techno est totalement transverse. Et là, on est vraiment dans une configuration statique. Alors que ce dont toi tu parles, et qui est vraiment, que je ne connaissais pas du tout, ce qui se passe actuellement, c'est que ils foutent des fibres optiques sur les drones pour les piloter. Ils réceptionnent le flux vidéo aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un flux vidéo qui va venir vers le pilote et le pilote va piloter son drone à distance sans avoir une onde qui va partir de lui. Donc il est invisible pour le détecteur ennemi. Dans les deux camps, effectivement, et qu'il va pas perdre de qualité vidéo. Donc là, ce qu'on voit à l'image, l'arrière qu'on voit ici, la bobine qui est en dessous, il y a des drones maintenant qui vont aller jusqu'à 30-40 km de distance. L'ennemi ne sait pas qu'il y a un drone kamikaze qui est en train de lui foncer dessus, il ne perçoit pas une onde, il ne reçoit rien, et au dernier moment, à 10 secondes de l'impact, là, il l'entend à l'oreille. C'est trop tard en fait, on n'a pas les systèmes pour se défendre. Toi, quand tu es sur place, tu vois passer des drones qui ont un fil qui les... Alors moi, j'ai vu des fils au-dessus de moi. J'ai été coursé par des drones dans la ville de Kramatorsk, parce qu'en fait, les Russes, c'est qu'ils ont un drone de grande taille, et le drone est relié en fibre optique 25 km derrière. Et ce drone va être émetteur et lui-même va larguer des drones kamikazes. Donc l'émetteur, il est juste au-dessus de sa cible en réalité. Donc le drone à 25 bornes à l'arrière est connecté. T'as une fibre qui fait 25 bornes? Jusqu'à 35-40 km, il y en a maintenant.
Donc en gros, mais le drone qui va à 40 km, souvent il a même pas l'autonomie pour retourner dans l'autre sens. Donc c'est quand même des coûts élevés parce que c'est autour de 20 000 euros. Enfin 20 000 euros, un missile anti-char c'est 220 000 euros en France. Il faut quand même aussi avoir un rapport. Et donc ça, c'est ce que les Ukrainiens faisaient à partir de la fin de l'année 2024. Maintenant les Russes les égalent aussi dans ces utilisations. Et cette nouvelle méthode donc du drone filaire sur 23 bornes va se heurter à une nouvelle technique de défense qui sont les bons vieux barbelés. C'est ça que t'expliquais. C'est vrai. De part et d'autre du champ, ils vont tirer un câble de fil barbelé avec un petit moteur qui fait tourner le fil barbelé. Quand le câble va se déposer sur ce champ, ça va le déchirer. Au bout d'un moment, il va s'enrouler. Ça fait 2-3 tours, c'est cassé. Et donc ça, c'est une des méthodes qu'on voit de plus en plus massivement sur le front, mais sachant qu'en fait, du coup, les Russes passent au-dessus des arbres, voilà, il y a des moyens de le contourner. Ça rend quand même les choses beaucoup plus gênantes parce que certes, la fibre optique est pratique, mais ça enlève une manœuvrabilité. Et c'est pour ça que on parlait du GPS. Sur la question du brouillage, comment ça marche ? Et on va dire que les puces GNSS, elles captent des signaux qui en fait sont très faibles, qui proviennent des satellites. Et donc sur des systèmes GPS, on va dire standard grand public, c'est assez facile de brouiller ces signaux-là. Effectivement, soit on brouille, on coupe complètement le lien, et le drone ne sait plus où il est, ou alors on fait du leurrage et donc on simule ces signaux-là des satellites, mais depuis le sol, donc beaucoup plus fort. Donc on préempte le signal, on se fait passer pour et on va envoyer des fausses informations. Donc par exemple décaler la position réelle petit à petit par exemple, et donc le drone va prendre une autre direction. Alors, il pense qu'il est au bon endroit, mais petit à petit il va dériver. C'est ouf ça. Est-ce que du hacking de drone, c'est quelque chose qui existe sur le terrain ? Ah ouais, mais en très très grande quantité. À la fin de l'année 2024, les Ukrainiens étaient vraiment en train de prendre énormément d'avance dans le domaine, à tel point qu'une centaine de drones kamikazes Shahed, en leur faisant croire qu'ils étaient trop au sud, tu vises Kiev mais tu te trouves à Odessa. Le drone repartait vers le nord et ils ont plus d'une centaine de drones qui sont tombés en Biélorussie et en Russie. Donc ça, depuis la fin de l'année 2024, les Ukrainiens sont devenus maîtres dans le domaine. Et pas que sur les drones, pas des petits drones, des gros drones, aussi sur les missiles. Ils ont récupéré déjà les pièces détachées, les capteurs de GPS, GLONASS, etc. Russes. Ils ont branché au logiciel russe qu'ils ont acheté à un mec en le soudoyant, le logiciel qui permet de vérifier le bon fonctionnement du capteur. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont à la fois les capteurs russes et à la fois le logiciel pour vérifier si leur piratage fonctionne. C'est pour ça qu'ils ont pris tellement d'avance sur tous les autres dans le monde. Et aujourd'hui, ils en sont arrivés à un niveau où ils arrivent à tellement mentir aux missiles que certains missiles se désintègrent en vol, notamment le missile Kinzhal aérobalistique hypersonique qui va à 5000 km/h, croient tellement qu'ils sont pas au bon endroit, qu'ils vont dériver. Ils vont faire un virage sec, mais à 5000 km/h, le missile se désintègre en vol. Voilà, donc ils sont devenus vraiment très très forts. Mais avoir ces équipements sur la totalité du territoire, c'est une antenne tous les quelques centaines de mètres, et juste ils peuvent pas protéger tout leur territoire avec ça. Il leur manque juste de l'argent pour être capable de se protéger de A à Z, mais ils pourraient réellement le faire. Non mais ça c'est fascinant parce que effectivement en fait j'avais vu les faits les plus spectaculaires, mais j'ai pas réalisé que c'était vraiment une unité à part entière de guerre électronique qui avait une place importante. C'est tout comme il y a l'armée de l'air qui a des systèmes de défense aérienne avec des missiles, l'armée de l'air a des régiments entiers de gars qui déploient des systèmes de brouillage temporaire. Ah, les Russes passent par là, on va mettre des brouillages ponctuels. Ton système de drone filaire, on pourrait imaginer qu'on met un brouilleur en dessous. Et puis pendant quelques heures, quand on sait que les drones arrivent à cet endroit-là, on pourrait brouiller sur cette zone-là en mettant 2-3 drones émetteurs. Tout ce qui passe au milieu va croire qu'il est au mauvais endroit, voire va se planter dans les arbres. Ça, c'est ça l'objectif. Moi, ce que je trouve intéressant justement avec cette question de l'industrie qui va avec dans la défense qui doit soutenir justement un potentiel conflit, parce que c'est évidemment on en entend un peu plus. C'est redevenu un sujet d'intérêt public alors que c'était complètement passé de mode. Ça m'intéresse, Guilhem. C'est quoi l'impact concret que toi t'as vu de ce qui se passe là-bas? Là, je pense que la prise de conscience, effectivement, elle est très réelle maintenant. Là, en ce moment, il n'y a pas de doute. Après, je pense qu'il y a un gros enjeu industriel, c'est, en fait, on n'est pas l'Ukraine. Donc, ce flux d'utilisation massive de drones à plusieurs millions par an, qui fait effectivement, qui fait bouillonner l'innovation et qui les rend prêts aujourd'hui. Aujourd'hui, personne n'est prêt dans les autres pays occidentaux à financer des stocks massifs de drones qui, dans 3 mois ou dans 6 mois, vont être obsolètes.
Moi, je pense qu'il y a deux mondes. Il y a le monde, effectivement, des drones d'attaque, les one-way effect ou attaque, qui sont du consommable et qui demandent un flux très important. Et après, il y a les drones type ISR, donc surveillance, reconnaissance et intelligence ou identification, qui sont là plus des drones un peu plus, on va dire, haut de gamme, qui sont pas à usage unique et qui là sont une industrie, entre guillemets, qui existait déjà, qui se développe, mais qui là est beaucoup plus... On va dire que le modèle derrière, à la fois financier et industriel, on va dire cohérent ou compatible avec des fonds d'investissement. Défense, et voilà. Après, il y a l'enjeu dual. Les sociétés qui arrivent effectivement à avoir un pied défense, un pied privé, public, ça donne une certaine stabilité. Mais il y a un truc un peu stressant à se dire qu'en fait, tu montes une boîte de défense. Enfin, c'est-à-dire que tes interlocuteurs, c'est l'État, et donc tu dépends de l'existence d'un conflit, et que, enfin, j'imagine que ça doit pas être si simple non plus. Non, alors après, il y a le côté moral. Moi, j'étais dans l'armée pendant 10 ans, j'ai sauvé des vies, j'en ai pas coûté. Hein. Et en Ukraine, quand ils se défendent, effectivement, ils font en sorte d'éviter de mourir, et ils font en sorte d'arrêter les Russes. Donc il y a un côté amoral de l'existence de la guerre, mais la guerre, quand on la subit et quand on se fait attaquer, effectivement, il faut se défendre, et malheureusement, il faut investir dans des technologies. Et après, pour rester sur l'IA, par exemple, le système de détection de drones, ils ont enregistré plus de 40 000 survols de missiles, etc. C'est-à-dire qu'au bruit, ils savent reconnaître si c'est un missile, si c'est un drone chinois, si c'est un drone kamikaze. Donc aujourd'hui, vous voulez monter une boîte d'IA, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas provoqué 12 000 collisions air-air pour détruire des drones russes, vous n'avez pas le dataset pour entraîner votre modèle. Et donc, on est en train de prendre du retard du fait de ne pas être sur place. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire face très clairement au conflit qui vient et donc face à la Russie. Moi, je trouve qu'il y a un volet qui est fondamental dès qu'on parle dans une industrie, de faire des chaînes de production, etc. Avec tous les compromis complexes qui vont avec, mais c'est la question de l'approvisionnement. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de créer un drone sans composants chinois? J'imagine que ça doit être très compliqué. Très cher. Très cher, oui. En fait, c'est ça, les deux paramètres, c'est effectivement très compliqué et c'est un enjeu qui est majeur. Aux États-Unis, par exemple, il y a ce qui s'appelle le NDAA, donc c'est une réglementation qui interdit l'usage de composants liés à la donnée. Et donc ça, c'est un premier niveau. Ça date d'il y a quelques années. Il y a le drone chinois, on va dire le système complet où là, dans les armées, on est en train d'en sortir complètement. Mais par contre, dans le domaine civil, même police et pompiers, etc., c'est pas le cas. Mais aussi parce qu'il y a un gap en termes de performance qui est trop important par rapport au coût, et donc en fait ça n'a pas de sens, quoi. Après, sur chaque composant, je pense qu'il y a des constructeurs aujourd'hui qui existent, qui font plutôt de la qualité, mais pas au prix et au volume nécessaire pour être compétitif. Et donc il faut réussir à faire les bons paris. Il y a un enjeu de financement, il y a un enjeu de commande publique, et je pense qu'il faut une volonté aussi probablement politique pour structurer, miser sur certains acteurs et les faire grossir et rapidement. En plus de la guerre de terrain dont on a parlé, il y a une guerre informationnelle, une guerre qui se joue de communication, quoi, qui est aussi permise en fait par ces nouveaux devices. C'est parce qu'il y a une caméra qu'à la fin, on a un live tweet et que on a une guerre à deux niveaux qui se produit, quoi. C'est très 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 étrange, je trouve. On a un Nosinter très connu, Andrew Perpetua, il a une chaîne YouTube, etc. Le gars recherche toutes les vidéos sur l'Ukraine dans les deux camps et il est capable de faire comme ça un suivi du nombre de morts. Il peut prouver par l'image tous les jours la mort d'une centaine de Russes. Et vous avez par exemple dans certaines de ces vidéos, vous avez 2 heures de collision air-air de drones FPV qui vont aller rentrer en collision avec des drones d'observation russes. Mais c'est vrai que du coup, quand tu te balades sur Twitter au hasard, tu vas te trouver sur des images de gars qui se font tuer en grande quantité. C'est pas très sain pour les jeunes qui voient ce genre de choses-là, mais c'est la réalité. Et malheureusement, il y a des gens qui prennent goût au lieu de se dire « mince, c'est horrible ». Ça, c'est un problème aussi. Si ces sujets vous intéressent, il faut absolument que vous alliez voir notre chronique sur ce que le FBI a trouvé dans la cave d'une maison. Des rangées d'ordinateurs qui ne servent pas du tout à miner du Bitcoin, mais qui vont finir par révéler un complot complètement improbable. C'était dans cette vidéo.